Bonjour à tous, je me présente, je suis Vilain Sophie, je suis manipulatrice radio à l'Anjou à Massy. Voici ma collègue. Bonjour, je m'appelle Nathalie Técher et je suis l'infirmière de SSPI en salle de réveil à l'ICPS Massy. Nous allons vous parler de la gestion des complications radiales. En effet, la cardiologie interventionnelle n'a cessé de progresser depuis ces dernières années. Excusez-moi, je prends mon souffle. Grâce aux avancées de la science notamment, de nos connaissances et des technologies innovantes, nous cherchons toujours à garder des opérations toujours plus infaillibles, toujours plus rapides et le plus possible sans complications. Malheureusement, les complications sont toujours là, donc on essaye de les minimiser et non de les anéantir. Donc nous verrons dans un premier temps l'abord radial avec la ponction, l'historique et la fermeture. Ensuite, ma collègue vous parlera des complications de l'abord et de la conduite à tenir. Et enfin, nous ferons une petite conclusion. Alors, la première coronarographie par voie radiale a été réalisée en 1964 et fut fermée par une suture artérielle. Ensuite, le docteur Campo fit une coronarographie par voie radiale, sa première à Montréal en 1989. En 1993, c'est le docteur Guy Méné par voie radiale et il fut la première pose de stent à Amsterdam, secondé par le docteur Lefebvre. Chez nous, à l'ICPS, c'est le docteur Louvard qui fit la première coronarographie par voie radiale. Il fut suivi ensuite par le docteur Lefebvre. En 2014, 80% des voies d'abord ont été faites en radial. À l'ICPS, on en était à 93% en 2015. Pourquoi l'abord radial ? Donc, l'abord radial fut au début boudé par les cardiologues. En effet, c'était une procédure plus longue, car ils n'avaient pas encore l'habitude. Il faut une courbe d'apprentissage beaucoup plus longue que pour la fémorale. Il y avait un taux d'échec beaucoup plus important. En 2010, il y a eu 10% de taux d'échec en radial, alors qu'il n'y en a eu que 3 en fémorale. Il y a le spasme de l'artère radiale, qu'on peut contrer avec du Risordan ou de la verapamine. Les variations anatomiques, comme on a pu le voir tout à l'heure, des fois il y a des boucles, donc c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi la thrombose de la radiale qui est peu ou asymptomatique, donc pas très pratique. Il y a aussi le fait que c'est plus sensible pour les patients, l'abord radial. Donc voilà les raisons pour lesquelles était boudée la radiale au début. Maintenant, nous allons voir les avantages. Donc il y a moins de complications hémorragiques. Ça, c'est sûr. Le confort du patient, étant donné qu'il sort beaucoup plus rapidement, on peut le traiter en ambulatoire. Il va être alité seulement 3 heures, comparé à 10 heures en fémoral. On peut voir aussi une diminution des hématomes au point de ponction. Comme sur la photo, c'était une fémorale. Il y a une compression beaucoup plus facile, on verra tout à l'heure avec les systèmes de fermeture. Donc une déambulation plus précoce et on peut le faire en ambulatoire. Alors la ponction, tout le monde connaît le petit schéma. Donc, juste pour vous montrer qu'il faut fonctionner en amont du processus styloïde avec une aiguille ayant un angle de 30 à 60%. Degrés, pardon. Donc à l'ICPS, la ponction, elle est un peu plus particulière parce que les médecins utilisent des cathlons, qui est une technique infirmière à la base. Donc ils ont dû apprendre aussi cette technique. Tout d'abord, au début, ce qui est très important, c'est l'installation. Je vous montre une petite photo, là, c'est le CASA Protect, un système que nous avons qui permet de ponctionner au niveau radial droit et gauche grâce à ces bras amovibles. Ici, là.
Et donc, on a aussi des anesthésistes dédiés qui vont toujours préparer un petit décontractant pour le patient, ce qui aide beaucoup nos cardiologues au niveau de la ponction. Donc là, la préparation avec la lidocaïne, l'anesthésie locale. Donc, le cardiologue va palper tout d'abord la radiale. Une fois qu'il la sent bien, il va faire de l'anesthésie avec la lidocaïne. Ensuite, masser un petit peu pour bien diffuser le produit. Une fois qu'il a piqué et qu'il y a un retour sanguin, on va transfixier l'artère, retirer l'aiguille et reculer le petit cathlon jusqu'à temps qu'avoir un reflux. Quand on a le reflux sanguin, on passe le guide et ensuite on retire le cathlon et bien sûr on met le désilé. Et c'est parti. Une fois la choro ou l'angioplastie terminée, on va passer au système de fermeture. Donc le tout premier système de fermeture était la compression manuelle, qui était chronophage étant donné qu'il fallait au moins une personne en train de comprimer pendant une dizaine de minutes. Mais par contre, c'était peu coûteux. Et ensuite, le pansement compressif. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va faire un petit boudin avec des compresses qu'on va situer au niveau du point de ponction et faire un petit pansement avec de l'élasto en croix, bien sûr, pas circulaire pour ne pas couper la circulation ulnaire. Et sinon, il existe des systèmes de fermeture que vous devez sûrement connaître. En voici un petit panel. Donc, en gros, il y a deux systèmes. Un avec un manchon qui va permettre à la main de rester dans l'alignement du poignet. Donc, ça évitera aux patients qui s'appuient sur le poignet. Et sinon, c'est souvent des bracelets. À l'ICPS, on utilise le TR-band. Donc on voit bien ici le système de ballon qu'on met au niveau du point de ponction. Il y a eu un protocole mis en place avec nos cardiologues pour la pose du TR-band qui se fait exclusivement par les paramédicaux. Donc il faut bien laisser un espace, normalement c'est un doigt à peu près, pour laisser passer la circulation ulnaire. Donc voilà le TR-band une fois placé. Et maintenant, nous allons passer aux complications et à la conduite à tenir grâce à ma collègue. Alors, en ce qui concerne les complications radiales, elles sont peu nombreuses en post-procédure et surtout plus graves et beaucoup plus tardives que les complications pendant l'examen. Je vais m'attarder essentiellement sur l'hématome, qui est un problème que nous rencontrons et qui nous concerne spécifiquement, nous, personnel infirmier, puisque, comme l'a rappelé Sophie, chez nous, à l'ICPS, tous les systèmes de fermeture radiale sont posés par les infirmiers en salle de cathé ou en SSPI quand le patient sort avec le désilé et que la conduite à tenir concernant la thérapeutique à adopter n'est pas encore décidée. Donc, effectivement, 44% d'entre nous posons le dispositif de fermeture radiale. Et donc, l'hématome... Sophie, là. Ouais. Alors, vous connaissez peut-être la classification EASY, qui est un tableau de graduation concernant l'hématome qui a été mis au point par le docteur Bertrand au Québec, qui est très simple à utiliser, et même si on ne le connaît pas, c'est ce qu'on fait au quotidien tous les jours. Donc, qui va de la graduation 1, hématome local superficiel, 2, hématome avec infiltration musculaire modérée, 3, hématome avec infiltration musculaire de l'avant-bras, 4, hématome avec infiltration musculaire au-delà du coude, et 5, la pire, bien sûr, la menace ischémique du membre supérieur. Je veux surtout partager avec vous notre expérience en salle de réveil à l'ICPS, au service de cardiologie interventionnelle. Donc, nous avons 3 salles de cathé et une SSPI attenante aux salles de cathé. Tous nos patients passent systématiquement par la salle de réveil avant et après. Avant parce qu'ils sont vus par un anesthésiste. Nous avons un anesthésiste tous les jours et c'est là aussi qu'ils rencontrent leur cardiologue et que la voie d'abord est... Ils palpent l'artère et
Voilà, en général, donc, le TR-band, puisque c'est ce que nous utilisons chez nous, est posé par nos collègues de salle. Ils accompagnent systématiquement les patients en salle de SSPI et nous avons droit à une transmission orale, ce qui est très importante, pour avoir un compte-rendu sur le bon déroulé de l'examen. D'abord, la ponction. Est-ce qu'elle a été bonne ? Est-ce qu'elle a été difficile? Est-ce que la sonde est bien montée? Et est-ce que le patient a été douloureux ou pas au réveil? Et ça va attirer plus particulièrement notre vigilance sur ces patients au retour. Parce que, bien évidemment, dès le retour, vous pouvez avoir, dans un premier temps, à l'installation du patient, l'apparition de saignements ou même un hématome déjà qui s'est formé. Donc, c'est souvent dû à la malposition du TR-band. Donc, on va le repositionner et surtout délimiter l'hématome pour pouvoir surveiller son évolution. Là, vous avez un hématome du type grade 2 avec une infiltration, hématome superficiel avec infiltration modérée. Alors, dans un premier... l'hématome peut apparaître effectivement très rapidement, mais vous pouvez aussi avoir, pendant le temps de surveillance ou au retour aussi de la salle, des hématomes de type 2 et 3 avec infiltration modérée de l'avant-bras, auquel cas nous allons appliquer systématiquement, sans même prévenir notre cardiologue, un protocole qui a été établi par eux. On met en place un jersey sur le bras du patient. Ensuite, on va faire un compressif, pas circulaire, mais qui va, dans un premier temps, soulager le patient. Bien évidemment, c'est assez douloureux, donc avec l'anesthésiste, après évaluation de la douleur, on va mettre en place un antalgique et ce pansement sera gardé un certain temps, plusieurs heures. Il va remonter à l'étage avec. Alors, il est arrivé aussi de rares fois pour des patients qui ont été thromboembolisés et qui ont eu un examen difficile avec un hématome de type 4, qui ont eu un pansement compressif mais pas suffisamment efficace. On a fait appel à un kinésithérapeute de l'hôpital qui a mis en place un système de tapping qui va améliorer la circulation et surtout soulager le patient. Ça s'effectue sur une dizaine de jours avec repositionnement des bandelettes tous les 4 jours. Alors, bien évidemment, nos patients ne restent pas en salle de réveil pendant 3 heures, puisque nos dispositifs doivent être retirés au bout de 3 heures. Le patient va remonter à l'étage en cardiologie ou en USIC pour certains, ou même en ambulatoire, puisque nous avons beaucoup de coronarographie en ambulatoire. Et nos collègues des étages ont bénéficié par notre cadre de formation concernant les outils que nous utilisons, le TR-band, son protocole, le système de jersey avec l'élastoplaste. Des cours ont été donnés également par nos cardiologues auxquels elles ont été conviées. C'est très important, ça nous permet de travailler, c'est une continuité des soins. On sait que les patients à l'étage vont être surveillés exactement de la même façon que dans le service. Ça les rassure aussi, surtout quand ils ont eu un problème. Comme pour notre collègue de salle de caté, s'il y a eu un événement indésirable, entre guillemets, en salle de réveil, on va bien sûr les appeler. C'est toujours plus agréable de prévenir sa collègue pour qu'elle ne soit pas surprise de voir arriver un patient avec un bras bandé. Voilà. Et, alors, donc le temps en salle de réveil, c'est un temps aussi qu'on va consacrer à nos patients, notamment pour les patients qui sont en ambulatoire, parce que nous en avons beaucoup de coronarographie. Et on va leur faire une petite liste de recommandations. Pour certains, ils pensent que c'est un examen banal et ils envisagent parfois de faire des golfs ou des déménagements dans la journée. Donc, ils ont une petite liste de do-not, comme pas de bricolage, pas de jardinage, pas d'appui, pas de charge lourde, pas de flexion, pendant au moins 24 heures. En général, c'est assez apprécié par nos patients masculins. Et bien évidemment, tous nos patients, que ce soit les coronarographies ou les angioplasties qui sortent à J+1, sont tous revus par nos cardiologues à leur sortie, avec vérification du point de ponction qui doit être propre et l'artère pulsatile. Nous allons aborder maintenant de façon brève les autres complications qui, comme je l'ai dit au début, pour certaines sont beaucoup plus tardives, avec des retours plutôt vers les cardiologues. Donc, nous avons la thrombose, rupture ou dissection. Et,
comme vous voyez sur la vidéo qui est très parlante, une interruption du flux. Et là, bien évidemment, il faut être très vigilant aussi quand le patient va revenir en salle de réveil. Vous pouvez avoir une main blanche et c'est une urgence. Donc, il faut impérativement mettre en place un compressif rapidement. Vous avez aussi le faux anévrisme, qui est une collecte de sang au niveau du point de ponction. Voilà, des photos un peu impressionnantes. Avec, bien sûr, le traitement, ce sera le traitement chirurgical. Ensuite, vous avez la fistule artério-veineuse, une communication entre l'artère et la veine consécutive à une mauvaise ponction, avec évidemment aussi le traitement, ce sera le traitement chirurgical. L'infection au niveau du point de ponction, avec prescription de pansements locaux et antibiothérapie. Et le pire peut-être pour le patient, le syndrome des loges, avec un traitement chirurgical, c'est le cas le plus dramatique et je tiens à préciser que nous n'avons jamais connu à l'ICPS. Alors voilà, la voie radiale a dû changer les pratiques des opérateurs et des paramédicaux. On a dû s'adapter parce qu'elle est beaucoup plus pratique pour le patient et du coup pour nous aussi. Toutefois, il faut faire attention, ne pas banaliser l'acte, car les complications existent tout de même. Et donc, surtout très important à nous, paramédicaux, pendant la pose du TR-band, pour nous déjà, de bien le poser comme il faut. Et ensuite, à la surveillance, c'est toujours nous qui surveillons et qui devons alerter au moindre problème le cardiologue afin qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Donc, voilà nos sources. Et merci à l'ICPS, à nos cardiologues et au comité high-tech pour l'organisation et de nous avoir permis de passer aujourd'hui. Merci. Alors, on a bien compris qu'à Massy, il y a 95% de radial, mais pas beaucoup de complications par rapport à toutes les images que vous nous avez montrées. Alors, qui utilise un système compressif dans la salle ? Pas mal de monde. Et alors, ce système de tapping, c'est très intéressant. Comment ça se met en place alors pour le patient qui présente cet hématome ? C'est le kiné en fait qui se déplace à la demande du cardiologue. Et c'est fait sur une prescription. Donc le kiné va monter, voir le patient dans les étages et mettre en place ce système. Et il y a une récupération assez importante, enfin impressionnante du bras qui au début, comme vous avez vu sur la photo, est assez moche, il faut bien le dire. Donc c'est bien pour la prise en charge du patient qui se rendra compte qu'on s'occupe de lui et donc il reverra le kiné en externe à plusieurs reprises. Oui, c'est vrai qu'ils sont toujours très anxieux s'il y a eu un problème pendant l'examen. Ils sont un peu rassurés quand ils sont dans le service et ils sont toujours un petit peu anxieux quand ils remontent. Et c'est très important d'insister sur le fait qu'il y a une continuité des soins, que nos collègues, elles ont eu cette formation et qu'elles manipulent. Notre service n'est pas cloisonné. Il nous a été demandé par nos cardiologues de nous déplacer au moindre appel de nos collègues, ce que nous faisons volontiers, et ce, à n'importe quel moment de la journée, il y aura toujours l'une d'entre nous ou un médecin qui se déplacera si elles ont un doute, une hésitation. Très bien. Le fait que sur chaque patient a le numéro de téléphone qui peut joindre 24 heures sur 24 pour avoir des renseignements ou s'il y a une complication, savoir la démarche à suivre pour lui. Bonne On est prise toujours en charge. joignable. Des questions dans la salle ? Oui, il y en a deux. Allez-y. Bonjour. Est-ce qu'il y a des contre-indications au TR-band ? Et si oui, lesquelles ? Alors, c'est arrivé certaines fois au réveil pour des patients qui avaient une taille de poignet
assez importante et il existe 2 tailles dans le système TR-band, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois où même avec le bracelet large, il y a eu quand même des problèmes malgré même en le repositionnant, c'est arrivé 1 ou 2 fois qu'on soit obligé de faire le pansement à l'ancienne, comme Sophie l'a décrit au début. Mais ça reste, il n'y a pas de contre-indication a priori particulière. Enfin, je ne sais pas si vous en avez eu, vous. Mais... Original. Exceptionnel. Moi, j'ai une question peut-être pratique pour Monsieur Meyer. Pierre, j'avais dit que j'avais une question pour toi. Quand tu piques la radiale, est-ce que tu utilises un guide spécifique ou est-ce que tu prends celui qui est dans l'emballage ou bien tu prends un hydrophile, tu prends... Dis-moi, donne-moi ton avis. Chacun ses habitudes, hein, je crois, et dispositifs qu'ils ont montrés qui sont très très bien. Moi personnellement, je travaille avec un Cathlon comme chez eux. Ouais. Et après, tu montes avec un hydrophile ou avec le... Alors moi, mais chacun a ses habitudes. Moi, je préfère monter avec un hydrophile, mais il faut le contrôler, il faut le surveiller sous contrôle scopique. Ça, c'est évident. Sinon, il va prendre la première collatérale. Ouais, c'est ça. Si on pousse, ça peut se terminer en rupture, en hématome du bras, ce qui est une catastrophe. Ça peut se terminer en... Il y a même des hémothorax qui ont été décrits. Hein, donc, ça peut aller perforer une intercostale ou je ne sais quoi. Donc, il faut le surveiller. Ça peut monter dans une vertébrale ou... Chacun ses habitudes. Moi, je travaille qu'en guide long pour éviter d'avoir à repasser dans les boucles du TABC, mais ça, c'est chacun ses habitudes. Je crois que le rôle du paramédical, il est surtout important dans la maîtrise du temps de compression, puisque toutes les publications, la principale complication, dont on ne parle pas beaucoup, c'est quand même la thrombose de radial, qui est très fréquente, puisqu'il y a 20 ans, quand on a commencé les radiales, il y avait des études Doppler systématiques, c'était très très fréquent d'avoir des thromboses. Plus on utilise du matériel gros, plus il y a des risques de thrombose, il faut le savoir. Et ça peut atteindre 5-6%, voire plus avec les 6F ou 7F. Et ce qu'il y a d'important, c'est de ne pas avoir une compression totalement occlusive et d'avoir la compression la plus courte possible. Et à ce sujet, nos cardiologues insistent pour que les patients, à l'étage notamment, ne gardent pas le système au-delà de 3 heures. Ils insistent beaucoup dessus. Une question en haut? Au milieu? On va commencer en haut. Allez-y. Oui, j'ai une question. Merci. Petite question, j'ai entendu dans votre présentation que vous proposiez l'alitement des patients 3 heures pendant la mise en place du TR-band. Qu'est-ce qui justifie cet alitement de 3 heures? Non, elle a pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils vont rester avec nous au moins 3 heures. C'est pas forcément un alitement, c'est juste que comme on doit dégonfler le bracelet toutes les 20 minutes à peu près, ils vont rester 3 heures obligatoirement pour la surveillance et qu'on dégonfle le bracelet. Mais non, ils sont assis, ils mangent, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était dans le cadre de l'ambulatoire en fait. Hein. Non, les patients, même qui ont eu une angioplastie, peuvent remonter dans leur chambre en fauteuil. Ou à pied. Bonjour. Ou à pied. Une question au milieu, allez-y. Oui. Est-ce que le test de haleine est obligatoire et qui le fait, s'il vous plaît? Alors, nous, on ne le fait pas du tout. Comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, les cardiologues vont venir, ils vont questionner le patient, lui parler avec lui et palper la radiale. Et je pense que c'est au vu de leur expérience, ils le sentent ou ils ne le sentent pas et on fait en radial ou pas. Mais il n'y a pas le test d'haleine. Qui fait le test d'haleine dans la salle? Un peu plus que la moitié, pas plus. C'est un test d'haleine que vous faites en jugeant de la recoloration ou avec un saturomètre? Avec le saturomètre. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Simple curiosité, qu'est-ce qui vous fait préférer un cathlon rose plutôt que l'aiguille de ponction qui est généralement fournie avec le désilé en fait? Ils utilisent en fait le cathlon qui est dans le kit de désulé. Ah, d'accord. Et je sais pas, les aiguilles, c'est plutôt pour les fémorales, ils utilisent une aiguille sans le cathlon, mais en radial, ils utilisent toujours le cathlon, mais qui est fourni dans le guide du désilé. Oui, c'est un simple choix. Hein, après, C'est un choix. Après, c'est une technique de ponction qui est un peu différente. Avec le cathlon, c'est une ponction qui doit être transfixiante. Avec l'aiguille, pas forcément. Donc ça, c'est un choix après personnel. Hein. Un reflux qui n'est pas du tout le même. Vous avez insisté sur la formation dans les unités de soins. Quels sont les centres dans la salle qui ont mis en place des formations auprès du personnel des unités de soins?
Parce que le travail en collaboration est extrêmement important. Alors moi j'ai une question, savoir ce qui est indiqué dans votre protocole, parce que vous nous dites que c'est protocolaire, que c'est le paramédical qui pose le TR-band. A priori, on n'est pas vraiment dans les clous. Alors, il dit quoi ce protocole? Alors pour reprendre l'expression d'un de nos cardiologues, c'est une tâche qu'ils nous ont déléguée. Donc le protocole, pour ce qui concerne le système TR-band de Terumo, il est donc, comme l'a expliqué Sophie, le positionner 1 cm en amont du point de ponction, en laissant bien sûr libre la cubitale, donc, et le gonfler 13-15 cc. On commence à dégonfler 15 minutes après la fin de la procédure, 2 cc toutes les 10 minutes pour la coronarographie et 2 cc toutes les 15 minutes pour l'angioplastie. Bien. Monique, c'est toi qui as une question? Non, qui c'est qui a une question? Ok, voilà, on passe. D'autres questions par ici? Allez-y. Devant ou derrière? Allez-y, faites votre choix. Comment vous justifiez le passage à la SSPI en sachant que c'est une anesthésie locale? Il me semble qu'aujourd'hui, la SSPI est obligatoire. Chez nous, en tout cas, nous avons 3 salles et nous ne faisons pas que de la coronarographie. Nous avons des angioplasties, des TAVI, de la rythmologie avec des patients qui bénéficient parfois de sédations aussi plus lourdes. Elles peuvent avoir, pendant la coronarographie, des douleurs, auquel cas l'anesthésiste peut effectivement avoir recours. Je pense aussi aux personnes âgées qui sont perturbées pendant l'examen. La sédation peut être parfois plus forte. Et de toute façon, c'est légal, c'est dans la loi. Tout patient doit passer par une salle de réveil. Et nous avons aussi des patients qui ont des anesthésies longues, générales. Donc voilà, nous avons 7 postes de salle en SSPI. Est-ce que tous les patients ont une sédation ou pas du tout chez vous? Tous nos patients ont une sédation. Voilà, c'est la raison de la SSPI. Il y a 2 choses pour la SSPI. Il y a la sédation. Dans le public, c'est un problème qui ne se pose pas de la même façon, on va dire. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est que si le patient a une angioplastie, qu'il est renvoyé dans une chambre normale, sans surveillance particulière, il faut qu'il passe également par une SSPI. C'est les 2 conditions qu'il impose. Mais dans le public, voilà, on raisonne de façon parfois différente. Edith, tu voulais une question? Il y a un monsieur, non? Moi, je voulais dire. Oui. Nicolas. Vas-y. Oui, ici, juste. C'est à moi, c'est bon? Ou c'est pas moi? Vas-y, Nicolas, toi. D'accord. Non, je voulais insister sur un point qui me semble vraiment extrêmement important, qui est vraiment du rôle du paramédical. C'est quand on met le TR-band, il me semble extrêmement important de vérifier que la compression ne soit pas totale sur l'artère radiale, et donc soit de vérifier qu'il y a un pouls, ou soit de faire un espèce de test d'haleine en bouchant la cubitale et vérifier avec un saturomètre qu'on a toujours une courbe de pression. Et ça, à mon sens, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est probablement un des facteurs qui va diminuer très fortement le nombre de thromboses radiales. Deuxième chose, moi j'utilise un cathlon. Je vais expliquer pourquoi j'utilise un cathlon. Parce que je trouve qu'avec un cathlon, quand on ponctionne une radiale, on a un meilleur reflux. Soit on n'a pas de reflux, soit on a un gros reflux. Quand j'ai un bon reflux, quand je passe mon guide, 99% des cas, je ne fais pas de dissection et ça fonctionne bien. Les rares fois où j'utilise de l'aiguille, je trouve que j'ai plus régulièrement un reflux sanguin médiocre. J'essaye quand même avec mon guide et régulièrement je suis en dissection, ce qui n'arrive jamais avec un cathlon. Donc moi je suis 100% cathlon pour cette raison-là. Allez-y. Alors, du coup, moi je vais rebondir sur les deux questions. Donc, texte 94 sur l'anesthésie, la SSPI est obligatoire pour tout patient qui sort, qu'il soit en public, en privé, anesthésie générale, sédation ou pas d'anesthésie, c'est les textes. Deuxième point pour le TR-band, j'avais posé la question par rapport à la demande sur pas de questions difficiles. La pose du TR-band est un acte médical. Le praticien vous le délègue, mais ça reste quand même un acte médical. Donc, hormis protocole de coopération, si on commence au niveau des paramédicaux à faire des actes médicaux, bientôt les cours sont faites par les paramédicaux. C'est très clair, il faut un protocole de coopération avec l'ARS. Il n'y aura pas d'autre issue. Une dernière question, et après on enchaîne. Rafik ? Une petite question pour les tests au Médergin.
Par exemple, chez la dame, une dame plutôt jeune qui fume, par exemple, vous passez en radial sans problème avec... Oui. Ouais. On fait aussi... Parce que nous, souvent, même avec l'anesthésiste, quand on passe en radial, on a souvent des spasmes. Et une fois sur deux, on est obligé de passer en fémoral. Vous n'avez pas plus de problèmes que ça, vous? Non, on fait les coraux et quand il y a un test métergin, il continue, alors qu'il était en radial avant, ça pose pas de problème. Oui, sauf que le réseau, bon, on ne peut pas faire du réseau si on fait un test métergin. Ah oui, après, oui, mais souvent, nous, c'est vraiment en amont, quoi. Avant de cathétériser la coronaire, on a du mal à garder un accès. Parce que des fois, ils décident de faire le test, une fois qu'ils voient que la coro est normale, entre guillemets, ils vont dire ah ben on va faire un test métergin, et du coup, on est déjà en radial et le problème ne se pose pas. On peut laisser Pierre Millet rebondir. Je suis étonné de tous ces gens qui parlent de spasme de la radiale. Je pense que c'est lié à la taille, au gap qu'il y a entre le guide et les cathéters supérieurs à 4F. Moi, je travaille qu'en 4F, je ne sais pas ce que c'est un spasme de radiale, je n'utilise pas d'isoptine ni quoi que ce soit, je ne fais rien dans la radiale. Donc ça ne me pollue pas le métergin, j'ai jamais eu de problème de radiale en 4F, jamais. Et puis une remarque même à la jeune fille là, qui n'a pas connu la voie fémorale, parce qu'elle travaille à Massy. La fémorale, les malades, ils se lèvent aussi vite. Ça fait 20 ans que je fais de l'ambulatoire en fémorale 4F, sans compression, il n'y a aucune compression. C'est-à-dire quand je finis une fémorale, là en 4F, hein, la malade se comprime 5 minutes lui-même, je mets le doigt où il faut, il se comprime 5 minutes. Ils sont en ambulatoire et vraiment zéro problème. Ils peuvent pas se lever tout de suite quand même. Ils peuvent pas se lever tout de suite quand même. Ils peuvent se lever aussi vite. La seule contrainte, c'est qu'il ne fasse pas un malaise vagal au premier lever, mais il y a vraiment zéro souci. En petit matériel, en 4F. Et en angioplastie, comme on ferme, il y a guère plus de problèmes. Donc ça pouvait sembler un avantage, mais ça ne l'est plus vraiment. Bien. Merci.